Amiinté, voilà, mon deuxième invité de ce podcast est le patriarche René Calvin, qui me fait l'honneur, d'accepter de parler avec moi, à parler de sujets qui me passionnent, de musique, d'art, du Cameroun, de la Belgique. Je ne sais pas si j'aime la Belgique, mais j'essaye d'aimer la Belgique et voilà, du Brésil. Donc René Calvin, patriarche René Calvin, bonjour et merci d'être là. Je vous en prie. Bonjour, bonjour. Je suis très flatté d'ailleurs de faire ce podcast parce que vous représentez une importante pour moi. Je vous ai découvert et j'ai vous réunissez certaines caractéristiques qui, moi, ont l'art de m'éblouir. Et vous êtes d'un niveau d'intelligence très élevé. C'est gentil, Vous avez beaucoup de classe. c'est gentil, je Et suis pas sûre, mais c'est gentil. vous êtes qui, vous êtes quelqu'un de très digne. Cette dignité-là, quand on ajoute à l'élégance de votre propos, ça fait que forcément, j'ai été séduit par ce que j'ai découvert en vous. Et c'est pour ça que je me sens très honoré aujourd'hui de participer à cette petite émission. L'honneur est partagé et partagé. Donc, je dois dire, vous savez, j'aime, mais ça c'est l'écrivaine en moi, j'aime les histoires. Et ce que j'ai senti depuis notre premier contact, c'est que je me suis dit, ce monsieur d'un certain âge qui me contacte comme ça, il doit avoir une histoire atypique. Je pense qu'en général, les gens qui, sont sensibles à mon histoire à moi, ont en général une histoire. Et quand j'ai écouté votre musique, je me suis dit: «Il faut absolument que j'en chasse plus, que je comprenne véritablement d'où ça vient». Donc ce que j'ai compris, René Calvin, c'est que vous êtes né à Kribi, voilà. Avec, voilà, d'une maman et votre père était, celui que vous pensiez était votre père était en prison. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça pour qu'on comprenne véritablement? Vous me direz si j'aime pas trop le terme, vous me direz: «Est-ce que c'est de là que tout part ou c'est d'ailleurs?» Dites-nous. L'histoire est tout à fait celle-là, c'est-à-dire que je nais à Kribi en 1962. Il se trouve que mon papa, qui restera mon papa, est en prison. Il était à Yoko, ce qu'on appelait à l'époque assignation politique à Yoko. Donc il a fait 5 ans et demi à Yoko. J'ai été conçu et je suis né pendant qu'il était voilà qu'il était en prison. Mais moi je ne le savais pas. Je ne pouvais pas le savoir. Les quelques vagues souvenirs que j'ai de Kribi et de cette époque, ouais, c'est tellement jeune, j'étais tellement jeune que je pense que j'ai 2 ou 3 images comme ça qui me reviennent. C'est vraiment beaucoup plus tard, quand je commence à avoir 6, 7 ans, que les interrogations commencent, alors que j'ai une très belle relation avec papa. D'abord, j'étais le seul, c'était un patriarche aussi, papa, hein. J'étais le seul qui pouvait entrer dans sa chambre. Voilà. Il était polygame, donc, j'étais le seul enfant quand il arrivait, c'est moi qui lui retirais ses chaussures, qui lui apportais ses babouches, comme on dit au Cameroun. Et d'ailleurs, j'en faisais des jaloux. Je savais pas aussi. Mes frères et sœurs ne comprenaient pas pourquoi moi j'étais le choisi. Et la particularité, c'est que j'étais aussi toujours premier de classe. À l'école primaire, jusqu'au cours moyen 2, j'étais souvent. Du coup, j'ai une question, ben ça, on va un peu en désordre. Mais si vous étiez premier de classe, pourquoi vous échouez au brevet d'a comment ça se fait que vous échouez le brevet? Je comprends pas. Parce que vous savez, c'est quand vous savez, vous faites le brevet quand moi je nais, hein, en 78. Non, mais comment vous échouez au brevet? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'était un accident de parcours. D'ailleurs, c'était pas le premier. Le premier accident, je pense, c'était au cours élémentaire. D'ailleurs, ça m'a valu le surnom de premier 20e. Donc, ça a été premier, et puis j'ai été 20e une fois. Et je me rappelais papa qui a dit, ben voilà, c'était un soir, et il dit, voilà, si tu veux plus aller à l'école, bon, allez, on va te trouver un travail. Et voilà, c'est parce que les bulletins de 20e, c'est pas,
Bon, c'était pas le premier coup. C'est vrai que ce fameux brevet de 78 ça a vraiment été un échec national. Parce que beaucoup. D'ailleurs, je crois, que c'était le premier brevet du règne du ministre Adamu Damdjoya. Et d'ailleurs, le président Ahidjo a dû organiser une deuxième session. Et que j'ai d'ailleurs raté aussi. C'était quoi? C'était la musique déjà? Comment vous expliquez que quelqu'un qui est bon élève, qui, euh, je sais pas si vous avez déjà appris la musique, si vous avez déjà, voilà. Mais comment vous expliquez ça? C'est quoi? Je ne sais pas. Je pense que, enfin, je crois savoir que la première grosse déception que j'ai eue, c'est que j'étais au collège Saint-Michel et j'avais déjà un frère aîné, qui était au collège Sacré-Cœur de Macaque. Et moi, je n'aimais pas trop l'ambiance de la maison, de la famille, parce que famille pauvre, on était, et je voulais aussi aller à Macaque parce que je pensais avoir plus de liberté là-bas, puisque on m'interdisait déjà de jouer la guitare. J'étais déjà un bon basketteur, mais ça, c'était pas des choses qu'on encourageait dans la famille. Et je me suis dit que peut-être, en allant au collège Sacré-Cœur de Macaque, j'allais plus avoir ces interdictions-là. Et c'est comme ça que j'écris. Je prends vraiment l'initiative d'écrire au frère. C'est un frère canadien, le frère Boucher. Et je lui ai écrit une lettre en lui disant que voilà, je voudrais venir faire ma quatrième. Je crois que j'ai écrit en cinquième. Je voudrais venir faire ma quatrième au collège Sacré-Cœur de Macaque. Donc, je lui ai écrit une lettre entre nous en me disant qu'il va convaincre papa. Mais évidemment, il écrit à papa pour demander si papa est d'accord avec cette démarche-là. Et je me suis ramassé vraiment un gros savon. Un gros savon. Et ça fait Mais, qu'à partir de là, j'ai commencé un peu voilà, à ne plus être très enthousiaste par rapport à ma scolarité. mais avec le regard du patriarche que vous êtes aujourd'hui, comment vous expliquez cette résistance qu'avait votre père à vous avec le basket et avec la musique? C'est quoi? C'est l'époque, ce sont les craintes que vous deveniez, je sais pas, que vous entrez dans un monde qui peut sembler comme ça très sans amoral, sans voilà. C'était quoi la peur à votre avis? Est-ce que vous, qui êtes père aujourd'hui, vous comprenez pourquoi votre père ne voulait pas que vous jouiez au basket ou que vous fassiez de la guitare, vous fassiez de la Je musique? le complètement ça parce que le grand exemple, c'est quand maman était du monde médical. Maman nous prenait toujours l'exemple de la première grande star camerounaise, Mbappé Lépé, qui travaillait, il n'avait même pas de fonction, il n'avait pas on l'a juste mis à l'hôpital La Quintini, comme ça, on disait qu'il était mécanicien, mais il réparait rien. Donc, et comme c'était des salaires, pas, bon, voilà, de misère, c'est apparemment ce que nous disions que c'est souvent les infirmières, les médecins, ou alors les patients qui lui achetaient les beignets haricots le matin. Et tout le monde se disait, ben, c'est le Mhm. grand Mbappé l'épée, c'est ce grand Mbappé l'épée là. Ce qui fait que dans notre famille, il n'était pas question. D'ailleurs, j'étais pas le seul doué, hein. Tous mes frères étaient doués en handball, surtout en football. Ils étaient tous doués, mais c'était interdit chez nous. Je me rappelle un de mes frères qui était déjà au collège Liberman, Fouman, Julien, mon frère. Les dirigeants de l'Union sportive de Douala sont venus à la maison et papa a pris son fusil 5 coups automatique pour leur demander parce qu'il venait négocier pour voir si il pouvait engager mon frère Julien dans l'Union de Douala et et il s'appelait encore ce frère aussi jésuite qui était très sportif, Jean Gély, voilà. Le frère Jean Gély a dit aux dirigeants d'Union de Douala, ben, allez voir son papa. Moi, je peux pas décider de ça. Et je me souviens que papa les avait chassés avec son, il leur avait dit, je vous avez 5 minutes pour partir de chez moi. Il allait chercher voilà, parce qu'il n'était pas question qu'un de ses enfants soit footballeur, parce que ça n'avait pas, on pensait. C'est pas comme aujourd'hui. Mais autre chose, le Cameroun, c'est le pays du football. Et je pense que
à votre époque, je pense que beaucoup de Camerounais viennent au basket avec la Dream Team des années 92. Donc je me dis: «Mais comment un jeune au Cameroun, dans les années 60 et 70, choisit le basket plutôt que le football?» Ça comment ça se passe? Ben, j'ai la chance d'avoir grandi à Douala, à côté des installations ça s'appelait à l'époque la Régie Fercap. Donc, la Régie nationale des chemins de fer, qui avait une école professionnelle et qui avait des terrains de volley, deux terrains de volley, un terrain de basket et un grand terrain de football où se jouaient d'ailleurs des matchs, mais parfois des matchs de championnat. Quand le stade Aqua était un peu en défection, là. Donc, ce qui fait que moi, je n'ai vu en dehors de l'école. Dès qu'on avait fini l'école, on allait voir les matchs de basket, on allait voir les matchs de foot. Mais je n'ai jamais beaucoup aimé le football alors que j'étais assez doué, d'ailleurs très doué. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de tacles, en fait. On tombait et les gens se blessaient, s'écorchaient. Alors, je n'aimais pas ce contact-là. Je trouvais le basketball un peu plus noble, un peu plus Ouais. élégant. Mmh. Et ce qui m'a d'ailleurs euh, définitivement plu dans le basket, c'est quand j'arrive au collège, on joue dans des gymnases. Donc on n'a pas le soleil, on n'a pas la pluie, donc ce confort-là fait que, et puis à 17, 18 ans, 16 ans, 18 ans, jusqu'à 18 ans, on commence un peu à devenir garçon, homme. Et c'était le seul sport où on avait euh, la gente féminine comme spectateur. Donc voilà. Et très vite, j'étais une petite star. Mais qui était, pardonnez mon ignorance, pardonnez-moi mon ignorance, mais quelle est, je ne connais pas très bien l'histoire du basketball camerounais. Mais à cette époque-là, est-ce qu'il y avait déjà des lions indomptables de basket? Si, si, Et si. quel était votre exemple? C'était qui? Dans la famille. Oui, Donc mon grand cousin, oui. le fils aîné du grand frère de maman, le fils aîné du docteur Aban, était le président de l'Africa Basket. Déjà gagné, je pense qu'on avait déjà gagné une compétition. Je ne sais pas si elle était seulement au niveau de l'Afrique centrale ou bien c'était au niveau de tout le continent. Mes souvenirs ne sont plus bons. Il y a le capitaine Eka, il s'appelait le capitaine Eka. Et donc, mon grand cousin était le président. D'ailleurs, j'ai joué avec les vieux équipements de l'équipe nationale de basket parce que il avait ça, ceux qu'on n'utilisait plus, nous on les avait pour aller faire nos cours d'éducation physique quand je suis allé à Yaoundé. Donc le basket est resté un sport vraiment, vraiment. On disait toujours que ceux qui rataient à l'école, Mmh. Mmh. OK. Mais OK, basket, musique. Donc moi, la question que je me pose, comment vous expliquez, hem, la musique? Comment vous expliquez, surtout qu'on ne vous voilà, on ne vous y met pas, c'est pas quelque chose, il y a rien qui ne vous prédestine à ça, rien. Vous n'avez pas appris, vous avez regardé des gens jouer. Qu'est-ce qui fait que votre regard, votre aide se tourne vers la musique? Déjà, quel est, je sais que quand on est enfant, si qu'on a des chansons, hem, dont on se souvient et qui bercent notre enfance. Est-ce qu'il y en a une? Et qu'est-ce qui véritablement vous a même laissé penser, vous, gamin de Douala, que, comment dirais-je, que ça c'était possible? Quoi? donc on vit dans une famille où papa ne veut pas acheter ce qu'on appelait à l'époque électrophone. Il n'est pas question. On avait des voisins qui étaient très bruyants parce qu'ils avaient une chaîne et bon, papa n'aimait pas ça. Il disait que dans une famille ou bien dans une maison où il y a un électrophone, les enfants n'étudient pas, ils passent le temps à écouter de la musique. Donc, il n'aimait pas beaucoup, il n'aimait pas ça du tout. Et nous, les quelques rares fois qu'on a eu à aller emprunter l'électrophone d'un oncle, c'était pour des fêtes et, 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 et voilà, c'est comme ça que je commence un peu à aimer la musique, mais c'était une musique qui venait du Ghana. Mais Du Ghana. oui, oui, sans vraiment grand intérêt.
Et je crois que c'est vraiment au collège Saint-Michel. Quand j'entre au collège Saint-Michel, il y a un orchestre qu'on a appelé, que le frère directeur, il s'appelait Nana Alexandre. Le frère Nana a appelé les mandolines michelloises. Donc on s'arrêtait au premier cycle, en troisième. Et mon chef de classe et grand ami Isidore Mojo était le Mhm. soliste de cet orchestre-là. Idole, il était mon chef de classe et c'est comme ça que je commence à m'intéresser parce que je suis vraiment admiratif et je commence à lui demander de m'apprendre à jouer la guitare. Parce que dans notre quartier, il y avait des grands frères qui avaient une guitare qui venaient de temps en temps quand les parents n'étaient pas là. Parce que comme j'avais une grande sœur qui était très très jolie et que la plupart des grands frères du quartier venaient essayer de voilà d'appâter la proie quoi. Donc finalement j'ai commencé à vraiment jouer la guitare avec Isidore Mojo, qui m'a même d'ailleurs fait des schémas d'accords et tout. Mais tout ça, il fallait. Et j'avoue aujourd'hui que j'ai souvent piqué 100 francs dans le porte-monnaie de ma maman pour pour payer mes cours, quoi. Et c'est comme ça que ça arrive. Et donc je je commence à aimer la musique et le morceau vraiment qui était le morceau phare de cette époque-là, voilà, je pense que c'était dans les années 74, oui, 74, 75. C'était le morceau de Ashanti Tokoto, euh, ouais, ouais, 10 and 10. Mhm. Et tout le monde, moi, franchement, il ne m'a jamais montré comment jouer ce morceau-là. Je regardais comment il plaçait ses doigts, et puis un beau jour, un de mes grands frères, donc justement celui-là, c'est Julien, qui prépare son probatoire. Et une guitare est arrivée comme ça à la maison, je sais pas comment, je crois que c'est un de ses copains aussi. Oui, c'était Biyaga, Biyaga, le chef d'orchestre du collège d'Ibermont, qui vient parce qu'ils étaient dans la même classe, il prépare le préparatoire, il vient avec la guitare. Et ils étudiaient ensemble. Et je crois que pendant une pause, ils ont commencé à jouer et je regardais, et moi je passe par là. Et quand ils déposent la guitare, moi je prends la guitare et je joue directement 10 à 10. Ils étaient surpris. Personne n'a compris. Même moi-même, je n'ai fait que répéter ce que j'avais de manière mimétique enregistré. Et je l'ai bien joué. C'est comme ça que c'est parti, la musique. Mais ma question est, est-ce que c'est quand cela arrive, l'expérience, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, il se passe quelque chose que je ne comprends pas, qui me dépasse, ou vous dites autre chose, ou vous dites non, non, ou vous ne dites rien. Est-ce que vous sentez que c'est votre truc pour Pas parler? encore. Pas Pas encore. encore, mais je veux être une star. Je veux être une star du collège. Admiratif de ce groupe-là. D'ailleurs, il y a un qui est le bassiste, il est qui est parti. C'était lui qui était le bassiste. C'était un orchestre de mai. On était, je pense, en sixième ou en cinquième. Et on a gagné à la fête de la jeunesse. On a gagné. C'était un festival, mais c'était aussi récompensé. Et notre groupe a gagné. Alors qu'il y avait le collège, le lycée Joss, le collège Alfred Sacker, le collège Liberman euh, qui avait les gars de terminale qui jouaient, je ne sais pas, le collège Saint-Michel a gagné. Et c'est un truc qui était retransmis à la radio, à la station provinciale de la radio de Cameroun à Douala. C'était un soir, et puis le collège Saint-Michel a gagné, les mandolines michelloises, et moi, je voulais être de ce groupe-là. Malheureusement, j'étais pas encore assez bon, et je n'ai jamais fait partie de cet orchestre-là. Qu'est-ce que jouer de la guitare ou vouloir jouer de la guitare, vouloir être une star vous apporte? Je sais que, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai parlé une fois avec un ministre sénégalais où je lui disais: «Non, pour moi, l'art est très important, surtout quand on est du continent africain. Quand on a dans ce monde-là qui est parfois comme ça très, désespérant, si on a l'art, on peut ça permet de rêver, ça permet de s'évader, ça permet de se discipliner». Qu'est-ce que vous, à ce moment-là de votre jeunesse avec
Vous disiez, voilà, vous aviez écrit ce que je crois être un jésuite pour, aller voilà, à Macaque parce que vous vouliez plus de liberté. Mais qu'est-ce que le sport, le fait de voir jouer de la guitare, de comprendre que vous pouviez jouer de la guitare, voilà, puisque vous sentez bien que c'est possible. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre enfance, le fait d'avoir cette chose-là, même si on vous dit que c'est pas il faut pas en faire une carrière, qu'est-ce que ça vous apporte? Je pense que c'est ce qui m'a rendu moi, en fait. C'est ce qui m'a Mmh. rendu moi. C'est après, aux alentours de 14, 15 ans où je commence à jouer de la guitare, à apprendre la guitare, même pas à en jouer. Ce n'est pas encore vraiment inscrit en moi. C'est juste ce rêve d'être aussi un musicien du Collège Saint-Michel et d'être vu. J'aimais beaucoup la musique, je la ressentais à moi, mais c'était pas encore tellement ancré et avec une certaine projection. C'est arrivé à partir du second cycle, c'est-à-dire que quand je vais à Yaoundé, quand je vais au lycée technique à Yaoundé, je me dis, voilà, puisqu'on m'a chassé de la maison à Douala, parce que j'étais un peu, entre-temps, j'allais aussi voir les films chinois, hein, donc le Wang Yu, et ça, c'était la sentence, quoi, c'est criminel. Que- et donc, papa a dit non, il faut qu'on m'envoie chez mon oncle, commissaire de police à Yaoundé, voilà, qui va me... Et c'est comme ça que quand j'arrive à Yaoundé, je, je suis libre de faire des tests. Donc, moi qui veux absolument, qui n'ai pas eu la chance de le faire au premier cycle, je suis au second cycle, papa n'est pas à côté. Donc ici, je peux m'inscrire dans un orchestre scolaire. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui va d'ailleurs me dévoyer. Je suis transféré en série C au lycée Leclerc. Mmh. Et dès que j'arrive, je fais 2 jours de classe et mon cousin me dit, mais non, attention, hein, toi qui veux, il y a plus d'orchestre. Le proviseur Etundi, Charles Etundi, je pense que c'était son nom, je sais plus, a décidé qu'il n'y a plus d'orchestre et tout et tout. Donc, alors j'ai dit, mais et les résultats du lycée technique arrivent, donc je suis admis en seconde BG, comme on disait à l'époque. Et là, je demande est-ce qu'il y a un orchestre. On dit, oh, il y a un orchestre. Je suis allé raconter un truc aux parents. J'ai dû d'ailleurs Mmh. repartir à Douala, alors que Mmh. j'avais déjà toute ma scolarité qui était... Je dis, je vais à Douala et je raconte un truc. Et là, j'ai eu la chance parce que papa était opéré. Il avait été opéré d'une hernie ombilicale, un truc comme ça. Il était à l'hôpital, donc il m'a pas trop, voilà, il a dit, OK, tu veux vraiment aller? J'ai dit, oui, oui, monsieur. Il me dit, mais pourquoi? Alors que tout le monde disait que tu es le seul fort en maths de la famille, les autres sont littéraires et tout, et tu sais pourquoi? Et on te voyait bien devenir médecin. Et j'ai dit non. Moi, je veux aller. Et alors, je trouve l'excuse que ma grande sœur l'aînée de la famille avait fait G3, technique commerciale, et voilà, je raconte un truc comme ça. Et c'est comme ça que je vais au lycée technique et que je fais les tests et je deviens batteur du, de l'orchestre du lycée, qu'on appelait le Select Music. Oui, mais je pense, c'est que ça, moi, ce qui me surprend, c'est surtout, bon, on le voit avec le regard d'adulte, mais je me dis, mais c'est un truc de malade parce que pour sacrifier, c'est un sacrifice, je crois on ne se rend peut-être pas compte, mais on peut dire que vous hypothéquez potentiellement un avenir, voilà, pour le lycée Leclerc, parce que je sais que le lycée Leclerc toujours été mieux coté que le lycée technique, voilà. Oui, 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 et vous, pour jouer, voilà, pour de la musique, vous faites ce choix. Je parie que vous n'aviez même pas 18 ans, de dire: «Non, non, je vais aller mentir à mes parents, je vais dire que c'est ça à cause de la musique», et vous choisissez une filière, vous n'y pensez même pas, vous savez même pas, mais vous savez que non, c'est même pas ça que je regarde plutôt l'autre ch la musique là. Mais je veux dire, aujourd'hui, on dirait ça, voilà, c'est une vocation, et aujourd'hui, je me dis qu'avec vos enfants, si vous voyez votre gosse faire autant, vous direz: «Non, il faut que je l'accompagne». Mais vous avez continué à être comme ça, permettez-moi le mot, mais dans la clandestinité, alors que c'était véritablement votre passion. Tout à fait. Voilà. Mais comment
Il ne couronnement, pouvait que s'exprimer dans la clandestinité parce que dans la famille, c'était non, notre famille, on attendait des médecins, d'ailleurs, il y en avait. mhm, Et d'ailleurs, dans mes neveux, et il n'y a que des médecins, des avocats. En fait, c'était ça dans notre famille. Il n'était pas question de parler. Même, la première fois qu'on montre le journal, je faisais la une de Cameroun Tribune. Et on avait mis le jeune et talentueux capitaine de Rail Basketball Club, mon nom et tout. On va montrer ça à mon papa. Il, il a demandé de dégager avec il dit que j'attends qu'on me dise qu'il est docteur en machin et pas me dire qu'il est un bon basketteur et capitaine d'une équipe de basket. Donc ça ne faisait pas partie voilà, de ce qu'on pouvait attendre d'un gosse dans ma famille. Mais moi, j'ai fonctionné dans la clandestinité. Je l'ai toujours fait comme ça parce que c'était pas admis. D'ailleurs, ça a contribué à ce que je sois carrément mis, voilà, on m'a largué là, on a dit celui-là. On verra bien ce qui reviendra. Ben, lui, c'est perdu, quoi. oui. Donc, vous avez ce moment où vous rencontrez cette chanteuse aveugle euh, à qui vous offrez de l'eau et qui dit, faudrait que vous racontiez l'histoire parce que je vais mal la raconter. Qui, C'est très. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, si je pouvais, si je pouvais euh, m'adresser à des gens plus initiés pour vraiment décanter ce truc-là, parce que pour moi, ça reste. Je ne sais même pas. J'étais encore très jeune et là, je joue pas encore de la guitare. Hein. mhm, Je suis encore un bébé. Et il y a une fête au village, donc papa revient et je sais pas c'était à l'occasion de quoi, il y avait une fête au village et on a fait venir cette dame qui s'appelle Assomongono. à ce moment. Assomongono est là. Mhm, Elle fait du mvet, mhm, ce qui est déjà très rare parce que en fait le mvet ce n'était que un truc d'homme. Parce qu'il y a toute une initiation mystique et tout là-dedans. Et paraît-il, les femmes n'étaient pas admises à mhm, cette époque-là. C'était mhm, Et, 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 et c'est une musique qui est tellement mystique qu'elle ne parle que la cosmogonie, des choses comme ça qui sont. Et cette femme arrive au village, il y aura la fête le soir, tout le monde, comme on fait dans les villages, surtout dans le sud, c'est tout le village, toutes les femmes qui se mettent ensemble pour faire préparer le grand mets, les différents mets, parce qu'il y aura la fête le soir, tout le village viendra manger. Et cette délégation arrive avec une femme qui est malvoyante, qui n'a même pas de lunettes. Parce que les lunettes, quand on ne voit pas les yeux. Donc, mhm, je vois cette femme-là, mais j'ai de l'attirance pour elle, parce que c'était une mhm, jolie femme, mais en même mhm, temps, j'ai peur. Quand je la mhm, vois, quand je vois ses yeux, mais donc il y avait, ça me, je voulais vraiment, parce que quand on parle d'une chanteuse ou d'une star qui va, surtout les musiques traditionnelles, nous on faisait souvent, on allait souvent voir au village le soir, il y avait le lancha, qui est une danse traditionnelle, mais qui vient, je pense, qui vient du Bénin et tout, qui est aussi un peu, c'est un peu trop mystique là, tu vois, c'était le grand danseur Abakuya est quelqu'un voilà, et moi j'étais toujours très impressionné par ça. Et puis cette femme arrive, donc je la regarde, j'ai de l'admiration, mais en même temps, j'ai quelque chose qui me fait peur parce que j'arrive pas à supporter de voir ses yeux dans cet état-là. mhm, Et puis, elle dit qu'elle a soif. Et je ne sais pas pourquoi, sans réfléchir, mais c'est vraiment instantanément, je me lève et je vais prendre un gobelet d'eau pour lui donner. mhm, mhm, Et quand j'arrive, donc je lui tends le gobelet, mais elle ne voit pas que je lui tends le gobelet. Donc les mamans lui disent, mais prends le gobelet que te tend le garçon. mhm, Et elle tend ses mains et je lui donne le gobelet et puis elle tient ma main. mhm, Et là, elle s'exclame, quel est cet enfant qui me donne à boire? Donc on lui dit qui je suis. Elle dit, ah, mhm, c'est cet enfant-là qui va me remplacer dans la musique. mhm, Mais je dis, j'ai 8 ans, 9 ans. mhm, Pour moi,
Et c'était dans une grande cuisine dans le village. Tout le monde est resté silencieux, Bien comme sûr. si s'était passé quelque chose. Il a fallu bien du temps avant que quelqu'un ne dise quelque chose. C'est Mhm. comme s'il avait, c'est pas moi, c'était une genre d'incantation ou un truc comme ça, alors qu'elle n'a parlé que très naturellement. Et il y avait du bruit, et tout le monde était content. À ce moment qu'on arrive au village, il y avait un enthousiasme, il y avait du bruit partout, les gens qui parlaient. Mais là, dès qu'elle a dit ce mot-là, il y a eu comme un silence avant que les gens se reprennent. Mhm. Bon, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais jusque-là, ça ne m'a pas marqué comme aujourd'hui je peux le comprendre. Mhm. Voilà. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs que j'y tiens, je veux que quelqu'un m'explique ce que ça voulait dire et peut-être s'il y avait un côté mystique Vous croyez au mysticisme? Oui, oui, je suis né là-dedans. Comment ça? Je suis né là-dedans. Ben, je suis né là-dedans. Moi, je suis né à 6,5 kg et Mhm. j'étais en siège. Et on m'a toujours dit que j'étais, voilà, d'ailleurs, on a dû m'amener chez les Pygmées, Mhm. dans la grande forêt à Kribi, là. Mhm. Apparemment, ils me protègent parce que, voilà, j'étais un esprit et que peut-être les sorciers allaient ne pas m'aimer, et peut-être, mais et ce que je vous raconte est vrai, hein. On m'a amené, Mhm. apparemment. Mhm. Il en fait? Il en fait? Que ce type-là n'était pas d'accord. Il disait, mais laissez cet enfant-là être comme il est né. On dit non, parce que si on ne lui, voilà, si on ne le protège pas, il paraît qu'il fallait pas qu'on active les deux autres yeux, là, comme on appelle chez nous. Les yeux de la nuit. Oh, patriarche Calva, ne faites pas l'amour dans ce genre de sujet parce on va faire 5 heures. Euh, Mais, Moi, oui. c'est ce qu'on m'a raconté, on m'a raconté. Donc, et nous, on a toujours grandi avec ça au village, quand on allait, parce que nos vacances, nos grandes vacances, c'était toujours au village. Et Mhm. quand on allait au village, c'est vrai que les grands-pères c'était les contes le soir, on nous racontait des choses pour la sagesse, pour apprendre. Mais les enfants du village nous disaient aussi, attention, ce soir, les gens vont aller sur la lune. D'ailleurs, j'ai un petit cousin qui me disait ça, il me disait, et quand je lui disais, mais comment vous allez aller sur la lune, il me dit, ah, toi, tu es un petit, alors que j'étais son aîné. Il me disait, toi, tu es un petit, tu sais pas comment on va sur la Lune. Donc, ça fait qu'on a grandi dans cette mentalité-là. Donc, Oui, oui. On va sauter du coq à l'âne. Il faut que ça m'intéresse. Parce que, euh, vous dites, vous prononcez beaucoup ce mot, initié. Voilà. Et, vous le dites en parlant, je vais très loin, donc je demande à ceux qui nous écoutent de m'excuser, mais on verra comment on va bien. Vous, vous parlez beaucoup d'initiation concernant la musique. Et vous parlez beaucoup de cela en parlant de Richard Bonnat, en disant, Richard Bonnat, c'est pour les initiés. Et, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire là? En train de nous dire quoi? Que c'est que il y a quelque chose de mystique dans la musique, que c'est vous y croyez ça? Vous pensez que la musique, que c'est pas juste de la comment? C'est pas juste vous et votre basse, ou votre guitare ou votre piano. Il y a autre chose de plus grand qui se passe. Vous pensez que les plus grands, comme Richard Bonnat, il y a quelque chose qui dépasse euh, l'ordinaire. Enfin, en général, je le pense, mais qu'il y a un côté comme ça surnaturel qui se passe. Vous y croyez? moi, j'y crois à fond. J'y crois à fond. C'est ce qu'on appelle le génie. Il n'est pas, peut-être que nous l'avons tous. Mhm. Mais il y a des gens qui ont des prédispositions qui sont telles qu'ils peuvent capter. Parce que Mhm. c'est une question de fréquence aussi, je pense. Et on appelle génie, tout ce qu'on appelle mystique et tout. Je pense que ce n'est que, ce n'est que de la science et que c'est quelque chose que nos ancêtres ont maîtrisé depuis longtemps et ils savaient. C'est pour ça que dans certains villages, quand il faut passer, par exemple, certains, c'est pas tous les enfants.
parfois même l'enfant n'est pas encore né, on dit celui-là, celui qui va arriver là, lui, parce qu'il y a des gens qui savent lire ça, il y a des gens qui savent voir au-delà, mais je pense que il faut une initiation pour ça. Mhm. Et Richard a souvent dit qu'il était très très proche de son grand-père, que son grand-père lui a appris pas mal de choses. Et je crois qu'il y a des esprits. D'ailleurs, c'est toujours dit que l'élève, non, le maître euh, 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 comment on dit, ne transmet à l'élève que quand l'élève est prêt. Mhm. Donc il y a certaines choses, c'est de la science. Et ce n'est pas parce qu'on parle de mystique, c'est comme aujourd'hui, ceux qui ont créé la bombe atomique, ceux qui ont, ils n'ont pas forcément su que ça allait peut-être déboucher à tuer du monde. Ils voulaient Mhm. peut-être parce qu'on progrès et tout et tout. Donc je pense que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Cette initiation-là, c'est un degré élevé de connaissance et de manipulation de certains éléments de la nature qui fait que, voilà, on peut l'utiliser pour faire mal ou bien pour faire bien. Et Richard, c'est quelqu'un qui a ça en lui parce que Richard, c'est la musique. C'est ce qu'il représente pour moi. Richard, Mhm. c'est vraiment la musique. Tout ce qu'il fait dans la musique est à un degré de beauté et et de subtilité qui n'a pas besoin. C'est-à-dire que Richard n'a plus besoin d'être virtuose. D'ailleurs, il fait très peu. Mais quand il fait même la chose la plus simple, on se, quand on réalise le niveau de, 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 de beauté dans ce que Richard fait, ce n'est pas donné. Mais aussi, je sais qu'il y a des gens qui veulent, surtout, qui peuvent avoir une technique, mais terrible sur l'instrument, mais quand il joue, c'est ennuyeux. Alors que Richard peut faire les choses les plus compliquées, plus complexes. On dirait que c'est facile, on dirait que c'est tellement beau, alors qu'il faut un travail énorme pour ça. C'est ça le, le, le propre des surdoués. Mhm. Parce que ils rendent tellement la complexité accessible que, Mhm. voilà, voilà, ils n'ont pas, c'est des esprits assez particuliers. Et Richard est un esprit assez particulier. C'est D'accord. Revenons à vous. Moi, avec l'écriture, il y a eu des moments où je me suis dit, ça m'emmène quelque part où j'ai envie d'aller. Je ne suis pas sûre, voilà, c'est quelque chose qui m'échappe complètement, que je ne comprends pas, qui me dépasse, pour dire les choses de manière un peu plus simple. Est-ce que ça vous est arrivé où vous vous êtes dit, même si c'est difficile, je ne peux pas lâcher parce que je sens qu'à ça en moi, je ne sais pas si c'est ma voix, mais il y a quelque chose là qui se passe. Voilà, je me dis, après le brevet, vous auriez pu vous dire: «Ah non, moi j'arrête. Non, non, il faut que papa me re» tout le monde me dit que je suis un feignant, que c'est plus ça, que voilà et etc. Je me dis que voilà, quand vous allez à Yaoundé et qu'il y a tout cela, je ne pense pas que ça a été il y a pas de trajectoire linéaire. Qu'il y a dû avoir des moments où vous vous êtes dit: «Ouais, bon, oui, mais c'est compliqué, il y a le basket en même temps. Est-ce que j'ai vraiment envie, d'assumer, de continuer d'avoir ce truc qui me prend beaucoup de moi et de mon temps, mais qui me semble me séparer, hem, créer de la tension, dans mon environnement?» Qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là, où je pense qu'on n'est pas fait, où je sais qu'on n'est pas fait, on continue de traîner ça? Voilà, cette passion qu'on a, mais voilà, on continue, mais qu'est-ce qui fait que vous continuez? Mais c'est ce qui me définit le plus. Donc, et aussi, c'est quand vous vous sentez un peu écarté et pas forcément rejeté, hein, mais un peu sous-estimé. Et il n'y a que avec la musique, c'est-à-dire que si je j'ai pas commencé à déconner, c'est parce que j'avais un concept amour de la musique et c'est que ça m'apportait un équilibre qui m'a permis de ne pas ni rentrer dans des primes ou un truc comme ça. C'est le basket me valorisait quelque part.
Je me rappelle, je passais des heures et des heures à jouer la guitare. Ça dit, pour moi, le reste du monde ne m'intéressait plus. Je pouvais, quand j'avais l'occasion d'avoir une guitare à la maison, mais j'avais les doigts pourris, blessés, parce que comme on pouvait pas remplacer les cordes qui s'étaient cassées, on les attachait et puis il y avait des bouts qui piquaient et tout. Mais ça, je ne ressentais rien parce que ce n'est que ça. Et si j'avais pas eu la musique, entre 18 plutôt, 18 et 21 ans, si j'avais pas eu la musique, je pense que, voilà, je sais pas où est-ce que je me serais retrouvé. J'aurais peut-être déconné complètement, mais la musique était tellement importante pour moi. Et quand je commence à jouer la guitare, alors que j'ai pas de formation, moi j'ai pas fait le collège rock, tout. Là, je crois que les seuls cours au solfège que j'ai eu, c'est en classe de cinquième au collège Saint-Michel. D'ailleurs, ils ont même arrêté, il y avait plus de cours de musique, là, de cours de solfège, ils ont arrêté ça. Donc tout ce que je fais, je le fais un peu, voilà, en autodidacte, et j'ai la chance, je pense que j'étais en seconde ou en première à cette époque-là. Le premier livre de musique qu'on me donne, c'est sans que je ne sache encore quoi par rapport au Brésil. Et c'était un livre avec les musiques de George Ben, le compositeur brésilien. Il y a un monsieur qui passe comme ça, qui me voit, il me dit chaque fois que je passe devant votre maison là, je te vois avec la guitare. Voilà, je savais même pas. Pour moi, c'était du chinois, du japonais, quoi. C'est quoi ces trucs-là? On me dit, mais c'est comme ça, c'est ça la musique. Je voyais des grilles d'accords, je voyais des. Ah, pourquoi le Brésil? Plus tard, Ouais. il y a C'est, souvent des synchronicités comme ça et qu'on n'explique pas et, et, euh, c'est pour ça que il y a toujours ce côté qu'on ne doit pas chercher à comprendre. Il faut juste le vivre et prendre parce que ce n'est pas un mystère, en fait. Je ne considère pas que ce soit un mystère, je considère que ce soit un mystique et tout, mais je pense qu'il y a une dimension qu'il ne, qu'il ne faut pas creuser forcément. Parce qu'elle est tellement au-dessus de nous et elle s'impose. Il faut juste la vivre. Et c'est comme ça qu'on le ressent le mieux et qu'on le reçoit le mieux. Dès qu'on commence à chercher, à vouloir comprendre, on est tellement limité qu'on ne peut pas avoir accès à ça facilement. je comprends. Alors, le Cameroun de ces années-là, il vous manque il vous manque ou pas? Le Cameroun de votre enfance, années 60, années 70 et du début des années 80. Est-ce que vous diriez, comme beaucoup, allez, je vais que voilà, votre idole Richard Benin, il répondait à une ministre qui disait il y avait quoi avant? Où il disait qu'il y avait beaucoup de choses avant. Est-ce que vous diriez que le Cameroun de l'époque était meilleur que celui d'aujourd'hui, Absolument. si vous êtes là encore au Cameroun? Oui? Absolument. C'était un beau Cameroun parce que euh, ce que je vois aujourd'hui, non, non, il n'y a vraiment il y a pas de comparaison possible. Moi j'ai grandi et à Douala et à Yaoundé. Franchement, euh, moi j'avais ce problème-là Mhm. en même temps, chez mon oncle à Yaoundé, et j'avais voilà, j'avais des amis, on se souciait très peu de quoi que ce soit parce que on nous donnait. C'est vrai qu'on n'avait pas tout. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout, mais ce que nous avions était suffisant. Il y avait une solidarité entre nous. On faisait tous les mêmes sports. Je me rappelle à l'époque, le mercredi, c'était l'après-midi sportive et on allait jouer les matchs au lycée Leclerc ou au terrain de l'université Angoakele et puis après si on avait 100 francs 200 francs on allait à la saladière pour manger une glace ou des choses comme ça. Je n'ai jamais vu d'ailleurs, j'ai rarement vu une bagarre au lycée. Donc et puis c'était le moment où tout se passait bien, même au niveau culturel. Il y avait les fleurs musicales, il y avait les concerts scolaires, au cinéma Abia, cinéma Capitole, et voilà. J'ai connu ce Cameroun-là, mais celui dont on me parle aujourd'hui, non,